Alors, nous allons essayer d'être bref, d'être dans le temps. Et puis, nous allons donner 5 minutes à chacun des panels. Et ensuite, le reste du temps sera ouvert aux questions, parce que nous souhaiterons que cette session soit un peu plus interactive. Le but ici, comme nous tous, nous cherchons, c'est quoi la question, comment utiliser. Nous n'avons pas encore les réponses, donc nous nous questionnons encore. Donc, je vais commencer à donner la parole alors, si on respecte la tradition, la parole revient d'abord à la femme. D'accord? Donc, Marine, on va commencer par toi. Donc, sur le sujet de la co-création, sur le sujet en général de la scène, sur le sujet des arts. Merci Roger. Je vais commencer par me présenter, expliquer un peu ce que je fais, comme ça vous voyez dans quel bain vous vous trouvez. Donc j'ai cofondé Fomocène. Fomocène, c'est une agence immersive pour les arts. Et donc on fait 2 types d'activités principalement. La première, c'est du service pour les lieux de culture. Donc on accompagne les lieux de culture dans leur implémentation de l'immersif. Ça peut être par une curation, par un parcours utilisatrice, par une implémentation technique. Donc un peu en fonction de leurs besoins, on les accompagne dans leur transition vers l'immersif. Ça, c'est vraiment la première activité. La deuxième activité, c'est on produit nos propres expositions immersives. Et donc là, on fait tout. Donc on fait à la fois la curation, le concept, la recherche du lieu, tout le travail de financement et le parcours utilisatrice. On en a fait une il y a 3 ans à Reset. Donc pour les non-bruxellois ici, Reset, c'est une occupation temporaire, c'était une occupation temporaire dédiée aux cultures électroniques. Et donc c'est un bâtiment qui a une histoire un peu particulière puisque c'était une banque. Ça a été racheté par la ville de Bruxelles pour devenir le siège de la police. Et donc, entre ces choses pas très fun, il y a une occupation temporaire qui a été mise en place. Dans le cadre de cette occupation temporaire, on a mis en place une exposition immersive qui était vraiment dédiée au lieu, qui voulait accompagner le lieu. Et par rapport aux questions qui nous occupent ici, donc moi je ne vais pas vous cacher qu'on est assez novice dans ces questions-là, mais c'est des questions qui nous intéressent beaucoup puisque les questions d'inclusion et de diversité sont des questions importantes pour nous. Mais comme on est 2 femmes blanches, le premier biais qu'on a pris, ça a été de pouvoir inclure des femmes dans notre programmation. Et maintenant, on veut vraiment aller au-delà et s'associer aux personnes pertinentes pour pouvoir mettre en place une co-création et une co-curation pertinente. Impeccable. Tu as encore 2 minutes, donc si tu veux rajouter quelque chose. Alors du coup, j'ai bien compris, pour le moment, le projet il est implémenté à Bruxelles, c'est Oui. ça? Est-ce que dans un futur proche, l'intention de s'internationaliser ou peut-être de collaborer avec des artistes africains? Oui, absolument. Alors, dans un premier temps, nous, on veut travailler avant tout à Bruxelles, mais l'idée, c'est d'amener plein d'artistes à Bruxelles, puisque le nom Fomocène ne vient pas de nulle part, ça vient d'un certain FOMO qu'on peut avoir, une certaine frustration qu'on peut avoir de ne pas voir suffisamment d'expositions immersives qui nous plaisent à nous à Bruxelles. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette agence. Et donc l'idée, c'est dans un premier temps d'inviter des artistes du monde entier, d'avoir des collaborations internationales avant tout à Bruxelles. Dans un deuxième temps, ça nous intéresse aussi de pouvoir faire tourner les expositions qu'on met en place. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que notre prochaine exposition sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, sur laquelle on est en train de faire la curation, elle est dédiée à la thématique de la rave party et pour nous une thématique qui peut s'internationaliser plus facilement que notre première exposition. Et donc l'idée est de s'internationaliser dans ce sens-là aussi. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus concrètement, dans le cadre de vos activités à FOMO, un exemple d'une des activités de partage de scène, par exemple, ou comment est-ce que tu envisages, par exemple, une co-création avec une compagnie africaine quelconque? Alors pour nous, justement, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait et c'est vraiment quelque chose qui manque. Donc la curation, a priori, on l'a fait nous ou alors on l'a fait en collaboration avec les lieux avec lesquels on travaille. Pour nous, il est intéressant de rencontrer des collègues curatrices et de pouvoir proposer des co-curations sur des événements spécifiques ou certaines thématiques. Et donc c'est à ce stade comme ça qu'on envisage les collaborations, c'est en travaillant en co-curation ou en allant chercher des curatrices spécialisées et en les mandatant sur certains projets. Impeccable.
Bon, si vous avez des questions, vous les notez, on fera le tour tout à l'heure. Mais là, on va passer la parole à Serigne Fall, directeur du Grand Théâtre de Dakar. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Géraldine pour l'invitation. Nous venons du Sénégal. Précisément, nous sommes le Grand Théâtre. Je suis le directeur général du Grand Théâtre. Grand Théâtre qui ne répond pas carrément à son nom, parce que le Grand Théâtre, c'est le lieu pour le développement et la promotion des arts et aussi du patrimoine. Et c'est justement l'aspect patrimoine qui nous a menés au festival Les Invisibles. Un festival qui nous parle, parce que quand on dit rendre visibles les invisibles de l'histoire, l'Afrique a beaucoup de choses à dire. Prenons exemple pour mon pays, le Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, dans sa vision 2050, vient de créer le Conseil national de la mémoire. Un conseil qui veut valoriser le patrimoine et aussi les figures de l'Afrique et du Sénégal principalement. Donc, j'introduis en ces termes en expliquant aussi que le Grand Théâtre est le chantre du panafricanisme. Comme il y a le logo du Grand Théâtre, il y a la carte de l'Afrique qui parle de l'intégration des pays de l'Afrique, raconter l'histoire, le narratif et le vrai narratif, je veux dire. Pour parler des révolutions technologiques, vous savez, quand la création de la machine, de la grue, a créé des grèves dans les ports en Afrique au début. Parce que les gens se disaient que ça représentait une menace parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc la même chose se pose ici pour l'IA. Il y a beaucoup de pessimistes, mais il faut prendre ça sur deux angles. Il y a l'angle du péril qui est tout ce qui est désinformation, fake news et autres, mais surtout l'aspect positif, parce que l'IA influence maintenant tout, le travail, la médecine, les finances, la vie de tous les jours. Donc il y a une vision. Je parle en tant qu'Africain, parce que nous ne vivons pas les mêmes réalités aussi. Hier, j'ai suivi le panel. Il y a le docteur qui parlait que la France met 6 millions d'euros par an pour l'IA. Les États-Unis, des milliards. La Chine aussi, des milliards. Mais qu'en est-il de l'Afrique? C'est un débat très ouvert. Donc, on ne peut pas... si on n'a pas les mêmes maladies, on ne peut pas consulter le même docteur. Donc l'Afrique et la France ne peuvent pas avoir les mêmes démarches, parce que nous, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut des start-up, parce que la souveraineté de l'IA, c'est quelque chose qui se pose, parce que les IA sont penchants, il faut le dire, penchants par rapport aux créateurs, par rapport à la vision du monde des gens qui l'ont fait. Alors que nous, les Africains, on a une autre vision souverainiste, panafricain, que l'IA, des fois, ne prend pas en compte. J'ai l'habitude de dire que l'IA ne dit jamais non. Il y a des superfuges. C'est ce que je voulais dire. Et aussi parler de non-narratif. L'Africain est le seul au monde que, pour apprendre l'Afrique, a besoin de sortir de l'Afrique. Les Européens, ils étudient leurs histoires en Europe, les Asiatiques de même, mais nous, Africains, il faut qu'on se réinvente un peu, commencer à revoir les choses de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous ressemble et nous rassemble.
Et le nouveau gouvernement que nous avons au Sénégal est un gouvernement très panafricain qui pense qui pense très endogène. C'est raison pour laquelle tout ce que nous faisons, on parle de souveraineté. Et le dernier point que je voulais dire, parce que je dois ramasser en 5 minutes, je vois que vous ne posez pas de questions. Je vous donne un bonus parce que normalement vous avez déjà expiré le temps. Oui, mais dites-moi le dernier point, oui. Vous avez beaucoup de choses à dire, je sais, très inspirantes d'ailleurs. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais résumer en disant que l'homme de demain, l'homme très utile de demain, va être l'homme qui pourra faire tout ce que l'IA ne peut pas faire. C'est les aspects subjectifs comme l'intelligence émotionnelle, la spiritualité, tout ce qui est de la créativité, c'est ça l'homme de demain. Et l'IA ne doit pas être une menace, mais un assistant. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. À la régie, là-bas, vous aviez certainement des slides de monsieur le directeur, mais on verra si on a le temps de les passer. Mais maintenant, je vais passer la parole à Michel Relac, le curateur de Venice Immersive. Michel. Merci, Roger. En fait, je suis là, pas sous mon chapeau de curateur et fondateur de Venice Immersive, mais plus comme artiste indépendant et surtout dans mon lien avec le Kenya. Il se trouve que j'ai été entièrement élevé en Afrique et à l'âge adulte, il y a plus de 40 ans, j'ai acquis une maison sur une île dans l'océan Indien au Kenya qui s'appelle Lamu. Et cette maison a été... La régie, s'il vous plaît, les slides. Oui. Et cette maison est un endroit qui a été conçu dès le départ comme un lieu fait pour accueillir des artistes en résidence. Cette maison est maintenant entièrement restaurée et le projet est donc de pouvoir accueillir des résidences de 4 artistes simultanément, plutôt des écrivains, des auteurs immersifs du continent africain à Lamu pendant plusieurs semaines. Nous travaillons sur plusieurs projets, plusieurs idées avec Roger, avec son organisation IMFest, pour voir dans quelle mesure des résidences de plus courte durée pourraient être mises en place très rapidement. Ce principe de résidence d'artistes a été inauguré avec l'Université Columbia à New York, avec lesquels nous avons organisé il y a quelques années un premier atelier de 20 artistes venus en résidence à Lamu pendant 10 jours que j'avais organisé et produit. Ça a servi de banc d'essai et ça a montré que cet endroit, je parle de la maison, mais aussi de l'île elle-même, qui est une île un peu sanctuaire de la plus pure expression de la culture swahili, se prêtait parfaitement au travail à la fois introspectif, un peu secret, intime de la création en écriture, mais que l'île elle-même, la ville de Lamu, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se prêtait aussi parfaitement comme lieu d'échange de différentes langues, de différentes cultures, et surtout de l'inscription d'un côté patrimonial et d'un côté extrêmement traditionnel de pratiques artisanales et de culture vraiment ancestrale à Lamu. Et cet aspect a donné lieu à un deuxième projet que je prépare à Lamu, qui est en cours en ce moment, qui s'appelle Lamu Virtuel. Et le principe de ce projet, qui est fait en collaboration avec Black Rhino, qui est une compagnie de production de contenu immersif basée à Nairobi. Ce projet consiste à créer un jumeau numérique de l'île,
dans une plateforme comme par exemple VRChat et qui permettrait de promouvoir en quelque sorte la culture si particulière de la moue de manière internationale en offrant la possibilité à des gens qui connaissent déjà la moue mais qui n'y vivent pas ou à des gens qui s'intéressent à la culture swahili de venir avoir une sorte d'avant-goût d'une expérience virtuelle d'être à la moue par un travail de photogrammétrie des lieux, des rues, des places, progressivement de la ville tout entière et de ses principaux bâtiments historiques. Et aussi d'offrir une plateforme d'extension et de promotion des différentes manifestations culturelles. Il y a un festival de yoga à la moue qui est devenu extrêmement important, un festival culturel de la culture swahili. Et cette possibilité d'ajouter à la dimension physique de ces événements une dimension virtuelle dans laquelle il serait facile de participer en se connectant sur VRChat est une opportunité qui me semble vraiment très intéressante. Donc là, ce projet est en cours et il se fait en commençant par la formation d'un groupe de jeunes producteurs à la moue, de jeunes Swahili menés par Mohamed Aboutoualib et qui sont formés par Black Rhino à Nairobi pour utiliser les outils principalement de photogrammétrie et d'assemblage de monde dans VRChat. C'est un travail de longue haleine et qui est absolument passionnant puisque le fait que la moue soit une île donne un côté très clos à cet environnement et en lui donnant une véritable dimension de monde virtuel. Voilà, je voulais juste partager ces deux projets. Merci Roger. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est la session ouverte aux questions au public. Géraldine, je vais profiter pour demander combien de minutes il nous reste exactement. Ah, parfait. La régie, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une image du Grand Théâtre de Dakar à projeter aussi? Non, mais vous pouvez la googler, s'il vous plaît. C'est important pour le public d'avoir le visuel de là où, éventuellement, monsieur le directeur pourrait héberger tout le monde entier, parce que si IMFES et EXA for Heritage se mettent ensemble, croyez-moi, on vient avec beaucoup de gens dans les bagages. Donc, j'espère que, monsieur le directeur, vous avez suffisamment de place pour nous à Dakar, pour nous accueillir, et surtout avec le Conseil national de la mémoire, qui est pour moi une institution très importante, notamment dans l'intégration du panafricanisme, parce que j'ai l'impression que cette expression reste toujours très théorique. Voilà, c'est peut-être avec l'avancée de la technologie, mais aussi peut-être s'asseoir avec les pairs africains pour designer les régulations autour de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Alors, les questions, on les attend, s'il vous plaît. Dites-moi. Vous avez posé une question? Non, j'attends que les questions viennent du public. S'ils n'en ont pas, vous pouvez... Ah, il y en a une, ok. Valérie Schaffer, c'est moi qui me trompe. Tu ne voulais pas? Le directeur? Ok. Personne tant que je suis là avec le micro? Donc, pas de questions. Donc, ça veut dire que vous avez été impeccable, les gars. Peut-être, effectivement, le mot de la fin des panélistes. Oui, alors, le mot de la fin pour vous. Donc, là, je reprends par Michel, plutôt. Comme ça, on va terminer par... Bon, allez-y, monsieur le directeur. Je pense que vous avez l'honneur aujourd'hui. Je prends tout le micro, alors. Voilà. Je vais parler pour eux. Bon, vous avez soulevé quelque chose comme le Conseil et le panafricanisme. Vous savez, le panafricanisme, c'est quelque chose qu'on dit pour... Il y en a qui l'utilisent pour la mode, alors que c'est très profond.
Il y a beaucoup de formes de panafricanisme, comme le panafricanisme politique d'abord, le panafricanisme économique, et nous parlons réellement du panafricanisme culturel, qui est vraiment l'intégration, les échanges, comment faire pour réunir l'Afrique dans une vision commune. C'est quelque chose qui reste à faire, surtout le panafricanisme culturel. Vous avez parlé aussi du Grand Théâtre. Le Grand Théâtre est la plus grande salle d'Afrique noire, salle fermée, qui peut contenir jusqu'à 1800 personnes et 40 000 personnes sur l'esplanade. Donc, jusqu'à présent, nous sommes la plus grande salle, donc nous pouvons vous recevoir. Nous serons ravis de vous voir au théâtre. Et pourquoi pas amener ce festival là-bas, parce que hier, dans l'atelier, on a vu qu'il y a beaucoup d'espérance et peut-être que Dakar est 2 ans en avance par rapport à l'Afrique noire. Mais si Géraldine le permet, nous pouvons vous accueillir à Dakar, peut-être d'ici 1 an, 2 ou 3, pour faire cela et pousser aussi les autres pays d'Afrique de venir et de s'imprégner dans l'expérience immersive. Merci. Sur ce, voilà, l'invitation est officiellement faite. Donc, les gars, commencez à prêter vos passeports, les gars, je pense que l'ambassade du Sénégal va être débordée. Parce que, monsieur le directeur, ce que vous venez de commettre là, j'espère que la parole sera tenue. Parce que nous, ici, il fait froid. Hein? Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de s'échapper un tout petit peu, croyez-moi, le prochain vol, on va le prendre. Hein? Donc, je vous préviens. Voilà. Oh, je vous dis, parce que quelqu'un qui accueille la Biennale de Dakar, oui, ça, qui reçoit plus d'une vingtaine de pays. Un très bel événement d'ailleurs, oui. C'est novembre, décembre. Oui. Il y a aussi les JOJ, C'est la première en Afrique. Parfait. Ouais. Octobre, novembre. Authentique. Et c'est le Grand Théâtre qui accueille, donc... Non, moi, je n'ai pas de doute. Moi, je suis en train d'informer. d'informer. Vous n'allez pas prendre beaucoup de place. J'informe à mes pairs européens que c'est l'occasion de s'échapper, tout simplement. Alors, voilà, sur ce, nous allons faire une transition sur le travail d'un artiste sénégalais. Nous allons voir une projection sur Cheikh Anta Diop, qui est très cher à nous. Donc, trêve de parole, nous allons laisser la vidéo s'exprimer. Voilà, je vous laisse observer le film. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci. Donc, il s'agit d'un film de Papa Oumar Diagne. Papa Oumar Diagne, qui est le frère de Malik Fediane, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a énormément de talent. Je vous laisse découvrir 2 petits échantillons de courts-métrages qui sont ses réalisations récentes pour vous donner une idée de l'utilisation IA pour le documentaire. Vous pouvez le lancer. Je me souviens des matins lumineux à Tietou. J'entendais les anciennes voix, les prières murmurées sous l'arbre à palabres. C'est là que mon identité profonde se forgeait. Je suis Cheikh Anta Diop, né en 1923 au Sénégal. J'ai vécu entre les racines de notre culture et les savoirs imposés par l'autre. Mon destin, comprendre qui nous sommes vraiment. Très tôt, j'ai constaté cette double éducation. L'une qui me parlait de mémoire ancestrale, l'autre qui nous niait cette histoire si riche. À Paris, en 1946, on m'a enseigné l'histoire, mais pas notre propre histoire. Ma thèse affirmait que l'Égypte pharaonique était africaine, noire. Cela dérangeait les certitudes. Les preuves étaient irréfutables. On m'a demandé de me taire. Mais je savais que pour exister, il fallait se battre. Dans les idées,
dans la science, dans l'action politique. J'ai fondé un parti, créé un laboratoire au Sénégal, une souveraineté culturelle, scientifique, intellectuelle. Sans elle, l'Afrique reste aliénée. Je ne suis pas un héros, je suis un témoin. Mon appel était simple. Laisser l'Afrique s'affirmer dans son passé pour regarder son avenir. Cheikh Anta Diop, 1923-1986. Comprendre notre histoire, c'est libérer notre âme collective. Du même artiste, je vais vous montrer un deuxième film qui est assez représentatif de la collaboration qu'on essaye de faire avec toute la communauté du Invisible Festival. Donc, c'est un artiste sénégalais avec qui on a travaillé pour notre première mission de film de commande pour une fondation qui est très prestigieuse ici, qui s'appelle la Fondation Roi Baudouin, qui devait présenter justement aux collectionneurs, aux philanthropes belges, l'intérêt de leur travail pour la préservation du patrimoine. Et donc, c'est un travail de collaboration avec le même artiste que je vais vous montrer. C'est de nouveau un film court. This piece is all about abstract forms. Cobra means creating with instinct. That's weird. I dislike. Here, it is not history we are looking at. It is history that is looking at us. It looks like my drawing. Thanks to you, they survive in a different way. This film is a work of fiction, imagined through dialogue between human inspiration and generative AI. This is an invitation to explore the off-screen world of the Pont-Emo series, The Raft of the Medusa, 1964, by Hugo Claus and Serge Van der Kamp. Its acquisition was supported by the Léon and Marcel Courtin-Boucher Fund. Numerous other funds support the acquisition, preservation and restoration of Belgium's heritage and artistic treasures. Every donation is an act of transmission. Every work saved reveals a story, a living memory to be shared.